Salut les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé, content de vous retrouver pour cette énième chronique hebdomadaire avec bien sûr notre fidèle Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ça fait Eh ben très bien, plaisir de renouer hebdomadairement comme ça, fidèlement. le plaisir est partagé, Monsieur Cohen, c'est un plaisir de vous retrouver et je salue bien sûr votre disponibilité et votre ponctualité. Un grand merci à vous. Monsieur Cohen, Oui, alors avant de vous donner la parole et de vous laisser partir comme d'habitude sur oui, le sujet qu'on va développer ce soir, comme mes amis qui arrivent et qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Altitude sur YouTube. N'hésitez pas à la soutenir avec le petit lien qui est en bas que vous pouvez retrouver en description. Et n'hésitez pas à partager un maximum. Hein. On sait que l'actualité et cette chronique avec Jacob Cohen depuis maintenant presque 3 ans est quand même un petit peu shadowban. Donc n'hésitez pas à faire un max pour les abonnements et les partages. Monsieur Cohen, on va aller sur l'actualité de la semaine et on va commencer par l'élection du maire de New York. Hein, oui. je vous laisse apporter votre analyse et votre vision de cette élection. Et s'il y a des questions, comme d'habitude, on pourra interagir avec vous. Donc, vous n'ignorez pas que Mamdani, alors j'ai oublié son prénom, zut, Zohran Mamdani, voilà, a été élu très, très triomphalement, hein, très à l'aise à la mairie de New York. Il y a un an, quand il s'est présenté comme candidat, il avait 1%. Il y a un an et demi à peu près, il avait 1% dans les sondages. Et il a fini avec plus de 50% face à des poids lourds de la politique américaine. D'abord, il est musulman et en plus, il n'a peur de rien ni de personne. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, contrairement à pas mal d'Arabes, ne plie pas, ne s'excuse pas, il porte haut et fort les couleurs de l'arabité, il est anti-israélien, il a déclaré que si Netanyahou atterrissait à New York, il le ferait arrêter. Et je vais vous raconter une anecdote, parce que, vous savez, quand il y a une élection, ils réunissent les candidats. Et donc, c'est télévisé, il y avait 5 ou 6, et puis on leur pose la question suivante. Monsieur ou madame, je ne sais pas s'il y avait des femmes candidates, je ne me souviens plus, si vous êtes élu, quelle sera la destination de votre premier voyage? Et ils ont dit tous, enfin tous, sauf Mamdani, j'irai en Israël. Et, et donc, et vous, monsieur Mamdani? Non, je resterai à New York. Mais vous n'allez pas, vous voulez pas avoir des contacts avec les Juifs, la communauté juive, etc. Et il a dit, ben, il y en a à New York, et donc je les rencontrerai, je discuterai avec eux des problèmes qu'ils rencontrent, etc. Et donc, enfin, il affirmait ses positions, et, et puis les sondages le donnaient gagnant. Il y a eu, figurez-vous, vous savez, juste pour vous donner un ordre de grandeur, en ce moment, et d'ailleurs je vais en parler, euh, il y a, euh, il y a un phénomène extraordinaire qui se développe aux États-Unis. C'est pour ça que je voulais parler de Mamdani. C'est pas tellement son élection, mais que les répercussions et les conséquences que cela va avoir sur la politique américaine. Vous savez que l'AIPAC, il subventionne 90% des députés et des sénateurs, ou 95%. Et si quelqu'un ne se soumet pas à l'AIPAC paye un adversaire, subventionne un adversaire, qui, avec l'argent, eh ben, le renverse.
Et en général, bon, d'abord, il y a un mouvement qui s'est développé récemment qui s'appelle Track IPAC, traquer l'IPAC, c'est-à-dire retrouver les financements de l'IPAC, retrouver les députés qui reçoivent des financements de l'IPAC. Et donc les rendre publics. Voilà, tel a reçu 1 million de dollars, tel a reçu 2 millions, etc. Et c'est un mouvement qui prend de l'ampleur, à tel point qu'il y a déjà des sénateurs et des députés qui ont déclaré publiquement refuser l'argent de l'IPAC, ils l'ont même rendu, et ils ont déclaré qu'ils ne recevraient plus de l'argent de l'IPAC. Et en général, cette aide, disons, est tournée autour de 2 millions de dollars. Les adversaires de Mamdani, tenez-vous bien, je vous assure, c'est de source sûre. Les adversaires ont mis 100 millions de dollars pour le faire battre. 100 millions de dollars pour le faire battre. Bloomberg, très connu Bloomberg, vous savez, le site, etc., il a mis 8 millions de sa poche, enfin de sa fortune personnelle. 8 millions de dollars. Il y a un milliardaire juif américain, il a mis 40 millions. C'est dire s'il y a dû y avoir des campagnes à la télévision saturées, mais c'est ça qui est extraordinaire, le peuple a gagné. Le peuple a fait un doigt d'honneur à l'IPAC, à ces dizaines de millions, à ces politicards comme Cuomo, qu'on a sorti de la naphtaline pour l'opposer à Mamdani, et Mamdani a gagné haut la main. Bon, plus de 50%. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que d'abord, 30%, vous savez, New York est une ville juive. On dit d'ailleurs que c'est la plus grande ville juive du monde après, enfin, en dehors d'Israël. Je ne sais pas combien il y en a, 2 millions peut-être, enfin, je ne sais plus. On estime que 30% des juifs ont voté pour Mamdani. Les gens de moins de 40 ans ont voté majoritairement pour Mamdani. Donc, ce qui fait que Mamdani, c'est la force montante qui s'extirpe de la domination du lobby sioniste, de l'IPAC. Voilà. Et donc, les conséquences sont nombreuses. D'abord, il y a beaucoup de candidats en ce moment. Vous savez, ce qui est extraordinaire aux États-Unis, vous savez, les États-Unis, on peut les critiquer sur beaucoup de choses, mais ils sont fascinants vraiment sur d'autres. Vous savez, par exemple, la vie politique en France, elle est vraiment, elle est figée. Elle obéit à la discipline du parti. C'est le parti qui impose son candidat dans une élection du maire, dans une élection de législative, etc. Voilà. Donc, tout est vraiment verrouillé. Aux États-Unis, non. Par exemple, aux États-Unis, vous avez un sénateur ou un député de la Chambre des représentants, sa place n'est pas garantie. Il est obligé de passer par des primaires. Mamdani, comment il est devenu le candidat du Parti démocrate? Parce qu'il a d'abord battu les candidats du Parti démocrate qui voulaient se présenter à la mairie. Et donc, il est devenu officiellement le candidat du Parti démocrate. En France, on n'a pas ça. En France, le parti, n'importe quel parti, vous dit, voilà, ça c'est mon candidat, vous fermez votre gueule. Voilà, c'est tout. Vous l'acceptez ou bien vous votez pour un autre, mais vous la fermez. Aux États-Unis, il y a des primaires. Et il n'y a personne qui échappe aux primaires. Aucun sénateur n'échappe aux primaires.
Aucun maire n'échappe aux primaires. Aucun gouverneur n'échappe aux primaires. Donc, à partir de l'année prochaine, il va y avoir de nombreuses élections. Enfin, il va y avoir ce qu'on appelle les midterms, c'est-à-dire on va renouveler toute la Chambre des représentants, on va comment dire, on va réélire un tiers des sénateurs et pas mal de gouverneurs, etc. Enfin, des procureurs. Il y a énormément d'élections, des shérifs. Mais dans toutes ces élections, il y a des primaires. Et donc, ça a donné beaucoup disons, d'idées à pas mal de jeunes qui se disent pourquoi pas moi. Et donc, ils vont se présenter contre les caciques des partis. Et ça, c'est la trouille des politicards du Parti démocrate et du Parti républicain, parce que le peuple américain aujourd'hui, et c'est ça qu'a montré l'élection de Mamdani, c'est qu'il en a marre, il en a ras-le-bol. Vous ne pouvez pas vous imaginer, je vous invite à regarder quelques sites américains qui ont 5, 6 millions, 8 millions d'abonnés, enfin c'est fabuleux. Comment ils parlent du cancer sioniste. Est-ce que vous imaginez des sites en France qui parlent du cancer sioniste? Enfin, et des trucs hallucinants. Donc, et je vais vous raconter par exemple 2 anecdotes. Le fils de Trump, Eric Trump, était à une assemblée comme ça. Bon, on aime beaucoup ce genre d'assemblée aux États-Unis, avec le public, un public acquis, certes, voilà, mais Eric Trump, le fils, il y a quelqu'un, un jeune, 20 ans, 22 ans, il s'est levé, il a dit: est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi votre père, il est soumis au lobby sioniste qui est contraire aux intérêts des Américains? Voilà. Eh bien, le fils, il était, bon, voilà, il était coincé. Il a essayé d'expliquer, mais vous savez, aujourd'hui, des millions de jeunes Américains, ils ne veulent plus, parce que quel était le slogan de Trump? MAGA, Make America First Again. Eh bien, aujourd'hui, ils ont transformé, ils disent Make Israel Great Again, c'est-à-dire, la priorité n'est pas l'Amérique, mais c'est Israël. Et il y a un mouvement extraordinaire qui se développe contre tout cela. Au point, par exemple, il y a le lobby judéo-sioniste, ou le lobby sioniste, il est vraiment affolé. Et le pire, c'est qu'il a sorti la matraque. C'est-à-dire, il dit, vous allez voir, nous, par exemple, il y a un sénateur qui s'appelle Massey. C'était un très proche de Trump. Et ce sénateur, c'est lui qui mène la fronde contre Trump. Parce qu'ils estiment, beaucoup estiment aujourd'hui, s'il y avait une réélection aujourd'hui, Trump ne serait pas réélu. Hein, parce qu'il y a des millions d'Américains qui se disent Trump nous a trahis. D'abord, il appuie un génocide et il donne des milliards à Israël qui n'est pas notre ami. Et toutes les affaires ressortent, le Liberty, etc., l'espionnage, la trahison. Et surtout, le fric. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte du chantage exercé par le lobby sioniste pour gagner les voix. Or, aujourd'hui, ça se sait. Avant, c'était caché, enfin, c'était discret. Aujourd'hui, par exemple, ce Massey, ce fameux Massey, il y a la milliardaire Adelson qui a dit « Je mets 20 millions de dollars sur son adversaire pour que Massey ne soit pas réélu. » Mais les gens sont vent debout. Moi, je suis sûr que j'attends avec impatience les élections parce que le peuple va voter et le peuple, il est vent debout contre cette arrogance sioniste qui achète, par exemple, on le sait aujourd'hui, ils ont racheté TikTok Amérique et pour museler la critique contre Israël. Ils ont racheté Paramount, c'est-à-dire la grande boîte de production
de cinéma. Donc, il y a un moment, ils ont dit, beaucoup de millions d'Américains disent, on boycottera Paramount. C'est extraordinaire ce que cette élection de Mamdani a suscité, a réveillé, a entraîné, a multiplié la critique, la prise de conscience anti-israélienne. Ces milliards, ces dizaines de milliards donnés en vain pour rien à un pays qui agit contre les intérêts des Américains. Voilà ce que l'élection de Mamdani, enfin en tout cas j'ai essayé de résumer, a représenté et représente pour l'avenir. Et je pense que même, je ne sais pas si j'ai parlé tout à l'heure d'Eric Trump, le fils, mais J.D. Vance, vous savez, le vice-président, qui passe pour le grand nationaliste, catholique, etc., et qui est supposé prendre la relève de Trump en 2028. Lui aussi participait à une réunion publique, donc avec des militants MAGA. Et il a été interpellé sur le soutien à Israël. Et il était dans ses petits souliers. Parce qu'aujourd'hui, le vent a tourné. Le vent tourne et est en train de tourner de plus en plus. Et il n'est pas bon, mais vraiment pas bon, de se montrer solidaire d'Israël. Voilà. Et voilà ce que cette élection de Mamdani, au-delà, bien sûr, du candidat tel qu'il est, musulman, anti-israélien, etc., affirmé, affiché, socialiste, avec des idéaux socialistes, contrôle des loyers, etc. Et le mouvement que cela va provoquer, c'est-à-dire tous ces centaines ou milliers peut-être de jeunes candidats, même vous savez, on avait dit aussi que Israël avait le soutien des évangélistes. Or, il y a un grand, comment il s'appelle, Heritage Foundation, je crois. En tout cas, il y a le mot héritage là-dessus, héritage, qui est un grand mouvement chrétien et qui a refusé, parce que Tucker Carlson, bon, je ne vais pas trop développer ce soir, mais Tucker Carlson, il est excessivement populaire et il est devenu la bête noire des sionistes. Et aujourd'hui, ils veulent quasiment l'éliminer. Voilà. Ils veulent le neutraliser, comme avait dit un judéo-sioniste, Ben Shapiro, à la télé, dans une télé américaine. Ils veulent le neutraliser. Et ils ont fait pression sur ces chrétiens pour qu'ils renoncent, pour qu'ils diabolisent Tucker Carlson, et ils ont refusé. Voilà, enfin, il y a des tas de signaux comme ça qui montrent que l'Amérique est en train de tourner la page sioniste. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que c'est arrivé en quelques mois, alors que l'Europe, elle est encrassée dans ce soutien à Israël et qu'elle n'arrive pas au-delà de quelques mots, de quelques paroles creuses et d'une reconnaissance d'un État palestinien qui ne signifie rien du tout, alors qu'aux États-Unis, réellement, il y a une vague de fond, et une vague de fond qui va emporter Israël, et ça, c'est extraordinaire dans l'avenir. Voilà. Très bien, merci Monsieur Cohen pour votre analyse sur cette question-là. Alors n'hésitez pas pour celles et ceux qui veulent interagir avec Monsieur Cohen sur cette question, sur Twitter ou sur TikTok. John, tu es avec moi, je ne sais pas si tu veux prendre la parole tout de suite. Ouais, bonsoir, non, 2 secondes, j'ai un petit truc. Ok, pas de souci. Monsieur Cohen, moi j'avais une question concernant les attaques qu'il a déjà pu subir, hein, le maire, par rapport à ces possibles liens ou financements par rapport aux frères musulmans. C'est pas une surprise de toute manière. Non, ce n'est pas une surprise. Et bien sûr, le lobby ne laisse pas passer. Sauf qu'aujourd'hui, le lobby, il est sur la défensive. C'est-à-dire, on découvre
vous savez, je vous ai parlé de ces sites, mais qui parlent de la surveillance. Il y a des sénateurs et des congressmen, quand ils vont en Israël, ils ont des micros dans leur chambre d'hôtel. Ils sont surveillés, ils sont menacés, etc. On découvre vraiment, on sort les dossiers. Et donc, bien sûr, mais en fait, toutes ces attaques contre Mamdani se retournent contre leurs auteurs. Parce qu'on se dit, ah, le pouvoir juif, les milliards des juifs, voilà. Et vraiment, il y a même une forme d'antisémitisme qui est en train de se développer. C'est-à-dire, on ne parle pas de sionistes uniquement, mais on parle de pouvoir juif. Voilà. Pourquoi? Parce que les milliardaires juifs se découvrent, ils doivent le faire aujourd'hui de manière ouverte, ou bien même quand ils ne le font pas, on le dit. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout Américain quasiment, qui est branché sur Internet, il sait que TikTok a été racheté par un milliardaire juif pour la contrôler. Ça veut dire, on dit aux jeunes Américains qui utilisent TikTok, eh ben, vous serez sanctionnés, vous serez contrôlés, vous serez bannis, etc. Donc, aujourd'hui, c'est sur la place publique. Et les sionistes, ils ne peuvent pas faire autrement. C'est-à-dire, plus ils attaquent, plus ils se découvrent, plus ils attaquent. Par exemple, comme cette milliardaire juive américaine, Allison, dont le mari avait fait fortune, ça aussi, dans les casinos de Las Vegas, qui a donné 100 millions à Trump avant les élections, qui met 20 millions. Mais de quel droit elle peut mettre 20 millions pour faire battre un sénateur qui devient de plus en plus populaire, le fameux Massy? Et donc, en fait, c'est vrai que les soutiens sionistes sont aux abois et ils font des trucs qui vont les desservir parce qu'ils agissent avec beaucoup de hargne, ils mettent du fric, ils insultent et ils menacent. Et ça aussi, ça montre à quel point ils sont inquiets et ils savent que la terre se dérobe sous leurs pieds. Ils n'ont plus cette aisance, ce contrôle. Avant, on ne parlait même pas d'eux. C'est-à-dire, l'iPad contrôlait 90% des sénateurs et des députés. Personne ne savait, personne ne disait rien. Les sénateurs et les députés répondaient au doigt et à l'œil. Aujourd'hui, il y a des députés et des sénateurs qui osent dire « Nous ne voulons plus de l'argent de l'IPAC. Voilà, gardez-le. Cet argent est toxique. On n'en veut plus. On veut être libre. On veut travailler pour l'Amérique. On ne veut pas travailler pour Israël. » Et ça, ce sont des choses fantastiques qui se passent. Alors, M. Cohen, il y a quelques mois, il y a plusieurs pays qui considèrent que l'organisation Les Frères musulmans est une organisation terroriste. Alors, la France n'en fait pas partie. Vous en pensez quoi, vous? Vous savez, cette histoire de dire, de qualifier telle organisation terroriste ou pas, franchement, enfin, c'est une histoire d'opportunisme et finalement, ça dépend si l'organisation rend des services ou pas. Je ne sais pas, vous savez, par exemple, le Hezbollah, il était considéré comme organisation terroriste, comme pas mal de pays, les pays occidentaux, le Hamas aussi. Mais si on vient voir, le Hamas ou le Hezbollah sont des organisations, ce sont des décisions politiques. C'est-à-dire, Israël leur dit, ou l'Amérique, il faut que le Hamas soit déclaré organisation terroriste. Quand il est déclaré organisation terroriste, il y a des conséquences. Ça veut dire qu'on surveille leurs mouvements bancaires, leurs déplacements, etc. Donc, ce n'est pas neutre. Mais en même temps, ça veut dire que ce sont les organisations qui se battent contre la domination impérialo-sioniste, globalement. Voilà. Et donc, voilà, pourquoi les frères musulmans, de toutes les façons, à mon avis, hein, ils ne sont plus aussi... d'abord, ils ne gouvernent aucun pays,
à ma connaissance, enfin en tout cas j'espère me tromper, mais je ne, enfin dans aucun pays arabe ou musulman, je ne peux pas considérer les Afghans, les talibans comme des frères musulmans. Donc en général, bon, ils sont traqués. En Égypte, c'est terrible ce qui leur arrive. C'est-à-dire, on arrête des gens pour des mois ou des années même de torture pour un tweet, pour un message Facebook, etc. Donc, et les frères musulmans sont réellement la cible du pouvoir. Donc, le moindre soupçon, et finalement, je ne vois pas où sont les frères musulmans, dans quel autre pays ils peuvent être. En Arabie Saoudite, bon, ils n'ont pas d'existence légale, ça n'a rien à voir. Donc, pour moi, c'est quelque chose qu'on agite comme ça pour. Moi, personnellement, je vais vous donner mon, comment dire, mon sentiment profond. Moi, quand Morsi a été élu président de l'Égypte, qui était un frère musulman revendiqué, personnellement, j'ai applaudi. Parce que je trouve que, vous savez, il y a des gens qui disent que les frères musulmans ont été créés par les services secrets britanniques, etc. Bon, il est possible qu'il y ait une influence. Mais moi, je prétends que les frères musulmans ont été les premiers à revendiquer d'abord l'indépendance du monde arabe, en tout cas de l'Égypte, de revendiquer l'indépendance par rapport à la domination britannique et à apporter, vous savez, un jour j'avais dit dans une vidéo, le monde arabe ne peut pas sortir de sa soumission, de son sous-développement, sans un élément religieux ou traditionnel ou coranique ou comment dire, ou qui a un lien avec son histoire depuis 14 siècles. Voilà. Et les frères musulmans apportent cette dimension. C'est-à-dire que moi, voilà, ça c'est une opinion personnelle, une conviction personnelle, que le monde arabe, il ne devrait pas. Vous savez, le monde arabe, dans les années 50, 60, il a couru après le modèle occidental. Et je pense que c'était une erreur, et c'est une erreur aujourd'hui, c'est-à-dire que le monde arabe doit chercher sa voie, et dans cette voie-là, la tradition a sa place, doit avoir sa place. Voilà. Pas parce que je pense que c'est quelque chose de... Mais pour les Arabes, c'est très important. C'est-à-dire d'avoir cet ancrage qui remonte à son histoire et qui lui donne la force de s'opposer, parce que l'Occident, il faut que les Arabes le sachent ou en soient convaincus, l'Occident veut leur perte. L'Occident n'acceptera jamais le développement des Arabes. Qu'ils se mettent ça dans le crâne. Jamais l'Occident n'acceptera le développement économique, intellectuel, social, politique, nucléaire, industriel du monde arabe. Jamais. Voilà. Donc, ils chercheront toujours les moyens de leur mettre la tête sous l'eau. Monsieur Cohen, juste avant de vous laisser continuer, mais vous pensez, par rapport à ce que vous venez de dire, vous pensez pas que les dirigeants arabes et de ces pays-là ne sont pas conscients de cela? Non, c'est pas qu'ils sont pas conscients, parce que les dirigeants du monde arabe, ils ont peur de tout ce qui peut paraître révolutionnaire. C'est-à-dire tout ce qui peut réveiller le peuple, le souder, le mener vers une action populaire, générale, contre l'Occident, pour une indépendance, etc. Ils en ont peur. C'est ça le problème des dirigeants arabes. Ils ont peur des révolutions à l'intérieur du peuple. Tout ce qui peut mobiliser le peuple, ils en ont la trouille. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent tout contrôler. Parce qu'un mouvement populaire, ça risque de se retourner contre eux. Et donc, en fait, tout mouvement qui a un contenu nationaliste, revendicatif, identitaire, progressiste, ils en ont peur. Voilà.
Et donc, en fait, ils veulent que rien ne bouge. C'est pour ça que les sociétés arabes sont figées. Figées, c'est-à-dire tétanisées. Voilà. Il n'y a pas de réel développement intellectuel, politique, de discussion, de débat, de changement. Tout est. Voilà. On a vraiment peur de tout ce qui peut unir le peuple parce qu'on a peur comment dire, de tout mouvement populaire qui pourrait se retourner contre eux. Parce qu'un mouvement populaire qui réveille la population, qui l'unit et qui unit ses composantes, à un moment donné, il risque de se retourner contre le pouvoir et de demander au pouvoir qu'est-ce que vous faites pour ceci ou pour cela. Voilà. Et donc, tout le travail des dirigeants de tous les systèmes arabes actuels, c'est de maintenir les peuples dans une espèce d'atonie, c'est-à-dire comment dire, où presque rien ne bouge. Voilà. Ou un faux débat, de faux semblants. Voilà, faux semblant d'élection, faux semblant de débat, surtout que rien ne bouge, voilà, qu'il n'y ait pas de contestation, etc. Et or, vous savez, par exemple, au Maroc, je ne sais pas si j'en ai parlé il y a quelque temps, quand il y a eu les soulèvements, j'avais parlé d'une association islamique qui s'appelait Adl Wal Ihsan. C'est une association semi-clandestine. Elle pourrait être proche des frères musulmans, voilà. Mais c'est une organisation qui, comment dire, qui est d'abord est très bien organisée, parce qu'en général, ces religieux, quand ils en sont membres, ils sont presque. Moi, j'ai lu des témoignages de ces militants, de ces militantes. Ils sont presque imbattables. Ils ont tellement la foi que rien ne peut les dissuader, rien ne peut leur faire peur. Et donc, le pouvoir, c'est une association de quelques milliers de personnes, mais le gouvernement, ils sont harcelés, surveillés, contrôlés, arrêtés, etc., parce qu'ils osent. Et ils s'organisent. Ils organisent des ateliers de couture, des ateliers d'alphabétisation, de soins. Mais tout ça, ça fait peur au pouvoir, quel qu'il soit, au Maroc, d'accord, mais si vous le faites dans un autre pays arabe, ça sera pareil. Et donc, et vous savez quel a été le fait d'armes extraordinaire du Cheikh Yassine en 1999, quand Mohamed VI est monté sur le trône. Il a publié une lettre ouverte demandant au roi de rapatrier les 5 ou 6 milliards que la famille royale détient à l'étranger et qu'il les distribue au peuple marocain. Mais quel opposant s'il n'est pas mu par… C'est ça la force que donne la religion. Vous savez, c'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que moi, j'apprécie. C'est-à-dire, je me dis, les frères musulmans, ils ont cette, comment dire, cette fidélité au principe leur donne une force extraordinaire. Et donc, ils n'ont peur de rien. Est-ce que vous imaginez un chef, d'ailleurs cette lettre ouverte a été condamnée par tous les hommes politiques marocains qui ont trouvé ça, alors que je suis sûr que 90% le pensent. Mais aucun n'aura osé le dire, aucun n'aura osé le faire. Et donc, mais qui lui a donné cette force morale? Eh bien, c'est la religion. Parce que quand on est à ce point fidèle au principe de la religion, ça veut dire qu'on est prêt à sacrifier sa vie, son bien-être, etc., à une cause. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on n'a pas une vraie religion dans le monde arabe. Par exemple, au Maroc, comme j'ai dit, je crois, la dernière fois, il y a des mosquées partout. Là où il y a 3 baraques, il y a une mosquée. OK. Mais l'imam, c'est un employé du gouvernement. Il est salarié du gouvernement. Donc, il répercute les consignes du pouvoir. Il n'est pas là pour éveiller la conscience du peuple. Il n'est pas là pour dire au peuple,
lutter contre les injustices, lutter contre l'arbitraire. Non. Alors que les frères musulmans, enfin, tels que je les conçois moi, ou tels que je conçois cette association de Adl wal Ihsan, c'est-à-dire, ils leur disent, organisez-vous contre le pouvoir, contre l'arbitraire. Donc, enfin, voilà à peu près ce que, sans trop m'étendre, voilà. Pas de souci, merci Monsieur Cohen. Vous avez digressé un petit peu et qui plus est, là, en l'occurrence, c'est pas moi qui vous ai orienté vers le Maroc, c'est vous-même qui avez pris l'initiative de parler du Maroc. Tout à fait, oui. John, tu es avec... Oui. Ouais. Non, John, tu es avec nous, tu veux prendre la parole ou non? Bonsoir. Attends 2 secondes, ZDC, je te donne la parole. John, t'es pas là, ok. Donc non, il y avait Flytox d'abord. Flytox. Bonsoir, bonjour, salam alaikum, altitude. Bonjour à Monsieur Cohen. Monsieur Cohen, vous avez donc énuméré un point très important concernant donc le fait que les pays arabes soient dans un état de stagnation. Et j'aimerais pousser la question un peu plus loin. Ne pensez-vous pas que au sein de nos pays, que ce soit ceux du Maghreb ou peut-être même ceux d'ailleurs également, faisant partie donc de l'ensemble de ce que l'on appelle le monde arabo-musulman, ne pensez-vous pas que ce sont des pays qui sont profondément gouvernés par des castes qui sont bon, peut-être que je vais utiliser un terme un peu fort, mais des castes traîtresses qui n'œuvrent absolument pas, non seulement qui n'œuvrent pas au bien-être de leur nation, de leur population, mais qui plus est sont également, c'est-à-dire acquis aux Occidentaux, tout simplement. C'est-à-dire ces gouvernements-là sont des proxys indirects de l'Occident. Et c'était ma question. Et merci à vous. Merci à toi, Flytox. Oui, parce que, vous savez, dans les années 50, c'est pas comme ça. Les années 50 ont montré une floraison de leaders qui avaient envie de secouer le joug impérialiste, le joug de l'Occident. Quand Nasser a nationalisé le canal de Suez, quand Mossadegh a nationalisé le pétrole en Iran, on a des exemples. Quand Kadhafi a nationalisé comment dire, a repris le pétrole aux multinationales. Donc, c'est pas quelque chose qui est intrinsèque au monde arabe. C'est-à-dire le monde arabe a montré par plusieurs exemples qu'il voulait secouer le joug, la domination occidentale. Sauf que, voilà, bon, il s'est trouvé, bon, on ne va pas revenir sur l'histoire du Moyen-Orient depuis les années 40, il y a eu Israël, il y a eu l'action des États-Unis, etc., de la France, et donc la plupart des régimes qui avaient osé relever la tête ont été décapités, ont été maîtrisés, ont été détruits, etc. Et donc aujourd'hui, malheureusement, on a affaire à des régimes qui ont compris que s'ils veulent rester en place, ils doivent obéir. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ça, tout à l'heure, pour revenir, je vais quand même revenir un peu sur les frères musulmans. Quand il y avait Morsi en Égypte, quand il a été élu, mais la trouille de l'Occident, c'est que c'était un régime. Morsi, je suis sûr qu'il n'aurait eu peur de rien. Ça veut dire qu'il aurait dit, voilà, il aurait mené l'Égypte vers la sortie du giron occidental. Il aurait, d'ailleurs, on parlait même, il aurait pu rompre le traité signé avec Israël. Pourquoi? Parce que, en fait, ces dirigeants-là, ils sont d'une autre trempe. Ils n'ont pas peur d'être renversés, ils n'ont pas peur d'avoir, ils n'ont pas de biens, ils n'ont pas accumulé de biens à l'étranger, ils n'ont pas d'immeubles, ils n'ont pas de capitaux, ils n'ont pas de villas, etc. Bon. Et donc, ils sont moins vulnérables. Et puis, ils ont cette foi qui les rend invulnérables, qui les rend forts et puissants. Regardez par exemple le Hamas, comment, enfin, je veux dire, c'est une petite force, mais
comment il résiste, parce qu'il a cette foi inébranlable. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces régimes donnent cette impression de soumission, qui est vrai d'ailleurs, mais parce que on a plus ou moins installé des régimes qui savent que, bon, malheureusement, la nature humaine, elle est ce qu'elle est. Hein. Quand quelqu'un arrive au pouvoir, un général, Sisi par exemple, ou un roi en Arabie Saoudite ou ailleurs, il accumule des fortunes, il a sa caste, il a ses amis, il a ses fidèles, etc. Et donc, il est entraîné à défendre cette position-là. Et c'est ce qui donne cette impression, qui est réelle d'ailleurs, cette impression qui s'est figée, que ça ne peut pas changer. Mais l'histoire nous a montré d'abord que ce n'est pas vrai. Il y a eu des leaders qui ont entamé des révolutions et qui auraient pu réussir si, etc. Enfin, on ne refait pas l'histoire, mais il y a eu des leaders, il y a eu des peuples qui ont suivi, et ça veut dire que c'est pas ce qui est arrivé dans les années 50 et 60 peut très bien revenir dans 10 ans, dans 20 ans, c'est pas, ou dans 30 ans. Rien n'est interdit, rien n'est figé. Très bien, merci M. Cohen. Alors, j'ai ZDZ qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir M. Cohen. Bonsoir Attitude. Voilà, moi j'avais plus une question par rapport à Israël et je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de Netanyahou. Est-ce qu'il va toujours rester au pouvoir ou est-ce qu'il y a une opposition qui va faire en sorte de le mettre de côté? Il va toujours exercer son pouvoir dans l'État d'Israël. Alors pour moi, la position de Netanyahou est presque inébranlable. C'est-à-dire, il est dans une position, à mon avis, son pouvoir, il va y avoir des élections l'année prochaine, et moi je pense qu'il sera réélu, je dirais pas haut la main, mais presque. Voilà. Vous savez, la situation en Israël a beaucoup changé. C'est-à-dire, il y a, la droite devient de plus en plus hégémonique en Israël. Là, la droite, il y a plusieurs secteurs de la droite. Il y a d'abord les éléments religieux, il y a les éléments nationalistes, c'est-à-dire ceux qui sont dans les colonies, etc. Il y a la droite laïque, enfin, qui n'est pas religieuse. Et donc, tous ces éléments font en sorte qu'ils sont plus de la moitié de la population. Et ils sont de plus en plus nombreux. C'est-à-dire qu'il y a deux phénomènes. Un phénomène qui est l'émigration, ça veut dire le départ de dizaines de milliers d'Israéliens. On peut les compter sur à peu près, j'ai lu qu'il y avait à peu près 100 000 ou 120 000 qui sont partis. Or, ces 100 000 ou 120 000 sont des Israéliens de gauche. C'est-à-dire qu'il y avait des valeurs de gauche, socialisantes, libérales, laïques. Et s'ils sont partis, c'est parce qu'ils ne peuvent plus supporter cette société qui s'enferme de plus en plus dans la religion. Et donc, alors que les autres, les religieux, les traditionalistes, etc., ils font des enfants entre 6 et 12 par famille. Et donc, ce rapport de force, il va nécessairement aller dans le sens de la droite, forcément. Et la gauche, elle est quasiment décrédibilisée. Et de toutes les façons, cette gauche, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo une fois pour dire qu'il n'existe pas de sionistes progressistes. C'est un oxymore. Un sioniste, il est par définition, c'est un fasciste, voilà, et anti-palestinien. Et donc, mais il y a seulement des degrés. Aujourd'hui, Netanyahou n'est pas le plus extrémiste. Netanyahou est entraîné par l'extrême droite. Mais d'abord, il est très populaire en Israël. Il a un parti qui a le vent en poupe, qui est le Likoud. S'il y avait les sondages le montrent d'ailleurs. S'il y avait des élections la semaine prochaine,
enfin, il y aura l'année prochaine, mais s'il y avait des élections dans le mois qui suit, Netanyahou remporterait à peu près entre 30 et 35 députés facilement, et donc il serait le premier parti de très loin, et il rejoindra ses alliés naturels, c'est-à-dire l'extrême droite, les religieux, etc. Donc, il ne faut pas trop compter, à mon avis, sur un départ de Netanyahou. Il en a encore, enfin, s'il reste en bonne santé, apparemment il est en bonne santé, donc à mon avis il a encore de beaux jours devant lui. Voilà. Ouais, Monsieur Cohen, justement, ça tombe bien, la transition. Ouais. Qu'en est-il de l'avancée sur le terrain du cessez-le-feu là, à Gaza, Palestine? C'est vrai que l'actualité, on n'en parle plus trop, alors que bon, les conditions des Palestiniens, des Gazaouis, est quand même toujours. Est-ce que au niveau des reconstructions, il y a des choses qui sont entamées? Non, pour le moment, il y a une espèce d'impasse. L'impasse se joue sur, vous savez que Trump voulait introduire une force armée, des militaires, pour prendre le contrôle de Gaza, c'est-à-dire enlever le pouvoir au Hamas, en d'autres termes. Sauf qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur cette force-là. Voilà. Israël ne veut pas des Turcs, des soldats turcs. Je pense que les autres, 2 ou 3 pays arabes, dont les Émirats arabes unis, etc., ils hésitent à se lancer dans l'aventure. Mais ça faisait partie un peu la pièce maîtresse du plan de Trump, c'est un peu ça, c'est-à-dire introduire peut-être 5 000, 10 000, 15 000 soldats, enfin je ne sais pas, des forces arabo-turques, mais Israël a priori s'oppose aux Turcs, enfin il ne veut pas que les Turcs arrivent à Gaza. Bon, je ne sais pas est-ce que ça se fera ou pas. Donc pour le moment, cet élément-là, il est bloqué. Or, cette étape, elle est essentielle à la prochaine étape, c'est-à-dire prévoir une réorganisation de la bande de Gaza, éventuellement la reconstruction, enfin relancer une forme de vie à Gaza, voilà, sur le plan scolaire, médical, etc., etc. Et à mon avis, c'est ce qui empêche Alors pourquoi ça se fait pas? Ben parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une entente. Apparemment, il y a quand même une forme de bisbille entre les Américains et les Israéliens. Voilà. C'est-à-dire que, d'ailleurs, Israël n'ose pas encore rompre le cessez-le-feu de manière brutale. Voilà. Parce que je pense que Trump a mis vraiment une pression pour dire, bon, je veux vraiment que ça cesse, je ne veux pas que ça reprenne, etc. Mais l'étape d'après, c'est-à-dire, elle est bloquée. Parce qu'il faudrait qu'il y ait, enfin, s'ils arrivent à se mettre d'accord sur l'entrée d'une force qui est capable d'administrer Gaza, c'est-à-dire, enfin, ou mettre de côté le Hamas et les autres organisations, et donc lancer une forme de vie, enfin, un minimum de vie, c'est-à-dire les circuits électriques, l'administration, l'organisation, etc. Mais ça bute sur l'absence de cette force. Au départ, on pensait qu'il y aurait 2 ou 3 États arabes plus les Turcs. Et là, jusqu'à présent en tout cas, aucune force n'est allée là-bas. Donc ça bloque, voilà. Et donc il y a quelques des escarmouches, je veux dire des petites violations, mais il n'y a pas vraiment, enfin à ma connaissance, il n'y a plus de bombardement. Bon, l'aide rentre, mais pas suffisamment, mais en tout cas elle rentre quand même. Et donc on est un peu entre deux, voilà. On attend que ça se débloque pour pouvoir reprendre, vraiment réorganiser la bande. Alors justement, d'après les articles que je viens de voir, les États-Unis feraient pression sur le Conseil de sécurité pour adopter le plan de paix proposé.
Et de l'autre côté, il y aurait la Russie qui a proposé un plan donc au Conseil de sécurité, donc qui a soumis son plan. On va voir comment ça va évoluer ces prochaines heures, ces prochains jours. Oui. En tout cas, il y a une volonté de mettre en place quelque chose. Oui. Monsieur Cohen, Oui. tout à l'heure, vous aviez parlé de la force du Hamas et la foi qu'avait le Hamas à résister. Oui. Moi, je vais vous poser la question, c'est concernant la question du Sahara occidental, on en a parlé la semaine dernière. Oui. Est-ce que vous pensez que le Polisario aura cette même force de résister si il ne trouve pas d'accord par rapport à ce plan d'autonomie qui est mis en avant aujourd'hui et que demain, parce qu'en l'occurrence, le Polisario revendique toujours, n'accepte pas d'être sous souveraineté marocaine et ne veut pas de ce plan. Donc, il est voué à résister. Est-ce qu'il aura la même force que, justement, le Hamas a pu avoir jusqu'aujourd'hui? Le problème qui se pose, à mon avis, enfin, vous savez qu'il y a eu un cessez-le-feu en 1991, je crois. Enfin, je peux me oui, mais tromper rompu. Pardon? Un cessez-le-feu qui est rompu depuis 2020. Oui, mais en tout cas, oui, mais il n'y a pas de. Enfin, à ma connaissance, je ne sais pas, peut-être je ne suis pas au courant, mais des choses m'ont échappé. Mais je n'ai pas l'impression que le Polisario a mené de réels raids ou des combats, etc., contre les Marocains. Enfin, dites-moi si je me trompe. Donc, je pense que le rapport de force militaire n'est pas. Enfin, il est vraiment en défaveur du Polisario. Parce que, bon, il est évident que le Maroc, surtout depuis son alliance avec Israël, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a sur le plan militaire, le Maroc construit une usine de drones, donc il doit être assez à la pointe dans ce domaine, et on sait combien les drones peuvent être terriblement efficaces et mortels contre surtout des camps de réfugiés, etc. Et donc, comme je pense que le Polisario n'est pas en mesure, à mon avis en tout cas, comment dire, d'imposer une solution militaire, en tout cas de sortir ou de gêner le Maroc de manière importante sur le plan militaire. Et donc, je pense que le Polisario, il ne se lancera pas dans cette aventure. Et je ne crois pas que l'Algérie le pousserait à le faire, à mon avis, parce que ça risque d'allumer la région, et je ne sais pas si l'Algérie a envie que ça s'allume. Voilà, je ne sais pas. Là, ça dépend, l'état-major algérien, etc. Enfin, voilà. Donc, 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 il peut très bien garder une attitude de refus, mais si cette attitude de refus n'est pas suivie de mesures d'ordre militaire, technique, de sabotage, etc., elles ne mèneront pas à grand-chose. Parce que le Maroc, de son côté, surtout, bon, je veux dire, la situation militaire du point de vue marocain, elle a fait un bond extraordinaire ces 2 dernières années. Enfin, en termes de surveillance, grâce à l'appui israélien, bien sûr, aux drones, probablement, enfin, satellitaires, etc. Et les Polisario est dans un terrain à découvert, des camps. Donc, sur le plan militaire, je ne crois pas que vraiment le Polisario ait les moyens de tenir tête. Et donc, je crois pas qu'il se lancera dans une résistance armée d'envergure. Voilà. Et donc, il peut très bien se retrancher dans une attitude de refus, comme je l'ai dit, je pense, il y a 2 semaines, ou la semaine dernière. Mais
cette attitude de refus, c'est-à-dire avant, elle lui était favorable parce qu'il y avait des votes décisifs au sein de l'Union africaine, à l'ONU, etc. Mais depuis le vote du Conseil de sécurité de la résolution, enfin, il y aura de moins en moins de votes, d'autant plus que la machine américaine, européenne, israélienne, etc., se met en marche pour soutirer encore quelques soutiens de pays africains, d'autres pays, etc. Je pense que la balance a penché quand même du côté, c'est un fait, enfin, on peut le déplorer, bien sûr, mais la balance n'est plus en faveur du Polisario. Voilà. Donc, je ne vois pas ce qu'il pourrait faire. Il peut bien sûr se réfugier dans une espèce de refus comme ça absolu, mais qui ne le mènera nulle part. Voilà. Très bien, merci. Alors, on en reparlera, hein, parce que de toute manière, cette situation est vouée à bouger hein, par la force des choses dans ces prochaines semaines, ces prochains mois. On aura l'occasion d'en reparler. Monsieur Cohen, on va aller sur l'affaire de Boualem Sansal qui a été libéré, gracié par le président algérien. Comment interprétez-vous cette grâce hein, et comment voyez-vous, comment dirais-je, par rapport à bien sûr aux médias français qui ont réagi en disant que c'était voilà une humiliation et tout ça. Voilà, je vous laisse apporter votre analyse là-dessus. Même si bon, d'abord c'est pas la France qui a obtenu sa libération, voilà. Et donc ça c'est déjà un point. Vous savez, on disait que quand les Français buvaient une bouteille de vin pendant l'occupation allemande, ils avaient inventé cette phrase, ils disaient voilà une que les Allemands n'auront pas. Et je me souviens dans les années 60, quand j'étais étudiant à Paris, on le disait encore. C'est marrant, c'est resté dans les. Comme ça, quand on terminait une bouteille, on disait voilà une que les Allemands n'auront pas. Voilà, bon. Donc, voilà une victoire que les Français n'auront pas. Voilà, ça, c'est un fait. Sauf que, bon, il est évident que il est sorti et à mon avis, enfin, je ne vois pas. Vous savez que l'Algérie aurait pu échanger Sansal contre, par exemple, il y a un ministre de, je ne sais plus lequel, j'ai oublié son nom, qui a volé des millions et qui vit tranquillement, qui a été condamné par la justice algérienne et qui vit tranquillement en France. Bon. Et il y a un diplomate qui a été arrêté il y a 1 an, enfin, qui travaillait dans un consulat sous prétexte qu'il avait, enfin, je sais pas, bon, il a eu un comportement, en tout cas, il était couvert par le, je pense qu'il était, ce diplomate, il était couvert par l'immunité diplomatique, parce que quand on travaille dans un consulat, on est couvert par le, enfin, ça dépend des fonctions, mais quand on est consul ou vice-consul, etc., on est couvert par l'immunité diplomatique. Et donc, je remarque que l'Algérie n'a pas obtenu, vis-à-vis de la France, un échange. Enfin, je veux dire, je pense que, enfin, après, pourquoi l'Allemagne, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est-à-dire que, évidemment. Monsieur Cohen, excusez-moi, juste par rapport à ça, il y a quand même eu une déclaration du président Macron qui a dit nous avons travaillé avec l'Allemagne. Oui, et voilà. Donc c'est pour ça que, en fait, c'est vrai que. Non, il ne peut pas faire autrement. Ça veut dire qu'il cache son dépit. On dissimule son dépit parce que c'est pas lui qui a obtenu. Voilà. Donc c'est un fait que, je veux dire, c'est quand même le président allemand, il a obtenu en quelques jours, il a obtenu la libération de Sansal, alors que les Français ont tout fait, les menaces, etc., les gesticulations, et, bon, le vote de l'Assemblée nationale sur les accords de. Bon, donc ils ont tout essayé. Ils n'ont pas obtenu et je ne crois pas que
les rapports entre l'Algérie et la France vont connaître une amélioration prochaine. Donc, je ne crois pas que le contentieux entre la France et l'Algérie, il ne va pas s'en trouver amélioré, à mon avis. Voilà. Parce que ce que reproche l'Algérie, c'est-à-dire les détentions d'Algériens en France, ça n'a pas été réglé. L'Algérie a fait une fleur à l'Allemagne, peut-être parce qu'il va y avoir des accords importants qui vont être probablement signés, peut-être une visite de Tebboune en Allemagne, etc. Donc en fait, l'Algérie, si elle a répondu favorablement à la demande allemande, bien sûr poussée par la France, mais quand même, c'est que l'Algérie aura trouvera son compte. Il trouvera son compte avec l'Allemagne. Voilà, parce que, à mon avis, il y a des négociations en ce moment avec l'Allemagne, peut-être une visite, j'ai entendu parler de Tebboune, etc. Et donc des contrats économiques, militaires, etc. Et bon, s'il fallait sacrifier Saint-Salle pour ça, bon, vous savez, c'est ça ce que j'appelle la raison d'État. C'est-à-dire que quand l'État a un intérêt supérieur à faire quelque chose, eh ben, il le fait, et puis il met son honneur ou son amour propre. Cohen, oui. Juste, il faut bien souligner que il avait été condamné et qu'il a un certain âge et qu'il est malade. Donc malgré tout, l'Algérie n'a pas répondu à la demande de la France parce qu'on connaissait les tensions qu'il y avait entre la France et l'Algérie. Là, elle répond à la demande du président allemand et pour des questions quand même de santé en premier lieu. Il est malade, il a 80 ans. Bon, voilà. Ça démontre aussi, Monsieur Cohen, ce que je veux dire par là, ça démontre quand même que ce pouvoir algérien que l'on veut décrire comme étant dictatorial et tout ça, finalement, il a quand même un peu d'humanité. Boualem Sansal est malade, il est libéré. Mais bien sûr, mais la France aurait pu obtenir. S'ils avaient agi avec diplomatie, avec doigté, en respectant la souveraineté algérienne, mais enfin, il y a eu des campagnes de presse, enfin, il y avait le fils Sarkozy qui avait dit il aurait brûlé l'ambassade d'Algérie en Paris, enfin, il y a eu des choses dingues qui ont été prononcées en France, et par des ministres, par des gens qui... Donc, on a vraiment voulu humilier l'Algérie, la pousser dans ses retranchements, et d'ailleurs, des campagnes, c'est abject. Alors que, vous savez, c'est un échange, c'est assez habituel entre des pays. Bon, on aurait agi, et malheureusement, il y avait des forces. À l'époque, j'avais dit que le pouvoir français était manipulé par le lobby judéo-sioniste, voilà, qui avait intérêt à diaboliser l'Algérie. Et l'affaire Boualem Sansal, d'ailleurs, qui a chauffé cette affaire sur le plan médiatique en France. Elisabeth Lévy est causeur, Goldnadel avec Avocats sans frontières, et le lobby judéo-sioniste avec ses appuis. CNews, Pascal Pro, enfin, ils ont vraiment mobilisé tout l'appareil judéo-sioniste et ses larbins. Et donc, en fait, et c'est ça le piège dans lequel est tombé le pouvoir français, et dont Macron n'a pas pu se libérer. C'est ça aussi son erreur. C'est-à-dire, il aurait pu faire en sorte de calmer le jeu et de diriger l'opération. Il a laissé Retailleau faire son petit coq, etc. Et toute la
toute la rancœur vis-à-vis de l'Algérie. C'est là où on voit quand même que la droite française n'a pas oublié. L'Algérie française, il y a encore de la rancœur, et c'est terrible. Et donc, finalement, bon, la France va payer aussi, va payer, je veux dire, ils ne vont pas régler cette histoire. Par exemple, j'ai lu il y a quelques jours que la France a perdu totalement le marché du blé, par exemple, en Algérie. Donc, les répercussions vont être très lourdes. Et tout ça pour rien, juste pour faire plaisir à quelques excités qui ont chauffé pour rien. Enfin, voilà. Alors, ce sont des affaires qui se déroulent. Il est probable que les Allemands ont mené depuis des semaines, sinon des mois, des négociations discrètes, d'ailleurs dont personne n'a entendu parler. Et finalement, ça aboutit parce que c'est assez classique entre États. Quand il y a un problème, bon, on discute dans le respect de la souveraineté, des intérêts, et on trouve un terrain d'entente, voilà, qui aurait très bien pu être trouvé. Regardez, on a trouvé un terrain d'entente avec l'Iran sur un échange il y avait un couple qui était retenu, et ben on a trouvé un terrain d'entente. Voilà, c'est pas la peine de s'exciter. Alors, je pose ma question différemment, M. Cohen. Est-ce que l'Algérie a cédé à quelques pressions ou pour finalement libérer Bouazizi? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Je crois que l'Algérie est un État qui a des intérêts. Il a, surtout aujourd'hui, est très important de ne pas se mettre à dos un pays comme l'Allemagne. Bon. Si un pays comme l'Allemagne a demandé la libération de Saint-Saëns, bon, bien sûr, ça fait, pour la diplomatie allemande, c'est une victoire, mais il est évident qu'à mon avis, il y a dû avoir, ça doit faciliter pas mal d'autres négociations, voilà, sur le pétrole, le gaz, les armes, etc. Enfin bon, ce sont des choses qu'on ne connaît pas, nous, à notre niveau. Mais il est certain que l'Algérie n'a pas fait ça pour les beaux yeux du président allemand, même s'il a des yeux bleus très beaux. Voilà. Non, ils ont dû négocier. Et voilà, mais en fait, et c'est ça une négociation réussie, ça veut dire qu'on ne sait rien de ce qui s'est passé, alors que je suis sûr que ça dure depuis. Parce que ce sont des négociations qui ne sont pas en quelques jours. Et donc, qui ont duré probablement depuis pas mal de temps, donc qui portent sur des intérêts pour l'Algérie qui sont très importants. Par exemple, moi j'aurais pensé que Mélanie aurait pu demander la libération de Saint-Saëns, puisqu'elle a de très bonnes relations avec l'Algérie. Mais bon, ça ne s'est pas fait, je ne sais pas pourquoi. Bon, je ne sais pas quels sont les liens exactement entre l'Allemagne ou le gouvernement allemand avec Saint-Saëns, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'Allemagne a obtenu une victoire diplomatique, mais je suis sûr que l'Algérie n'a pas fait ça comme ça pour rien, parce qu'il se trouve qu'elle a pesé les intérêts qu'elle a à avoir des relations profondes avec l'Allemagne ou développer des relations avec l'Allemagne, parce que ça, c'est très important pour un pays comme l'Algérie. Donc l'Algérie n'a cédé à aucune forme de pression. Non, je ne crois pas du tout. L'Allemagne ne peut exercer aucune forme de pression sur l'Algérie, mais ce sont des négociations entre États ça facilite, disons, le fait. Et je pense que c'est une victoire de prestige que l'Allemagne a dû compenser d'une façon ou d'une autre pour l'Algérie, vis-à-vis de l'Algérie, mais ça, à mon avis, on le saura dans quelques mois, lorsqu'il y aura une visite importante de part et d'autre et les accords conclus. Et à ce moment-là, on comprendra que cette libération a été faite par. Eh bien voilà, le résultat, c'est qu'on a des contrats portant sur des milliards, sur ceci, sur cela, etc. Voilà. Très bien, je crois qu'on a fait le tour un petit peu. Merci encore à vous, M. Cohen. Très bien. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bien. Bonne soirée à tous. Un bon week-end à vous. Au revoir. Merci également. Au revoir.
Les amis, merci à tous d'avoir suivi. Pour celles et ceux qui sont arrivés en cours de live, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Altitude, revoir en rediff, et n'hésitez pas à soutenir cette chaîne, les amis, qui est Shadowban, en partageant un maximum la vidéo, et pourquoi pas faire un petit geste pour que on continue à faire ces émissions hebdomadaires. Que la paix soit sur vous, un excellent week-end à tous, et à la semaine prochaine. Salam alaikum.